Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, Valérie David, directeur développement durable, innovation transverse du groupe Eiffage. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série mensuelle des villes et des hommes. Vous vous souvenez que notre dernière émission de juillet a été consacrée à la route du futur. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la mobilité urbaine sous un angle différent, la mobilité en ville et pour tout dire, les difficultés qu'elle présente. Alors, notre émission s'intitule Le casse-tête des mobilités urbaines et comme à l'accoutumée, nous aurons des invités interviewés par l'équipe de Radio Imo, que je remercie, et également des invités présents au plateau que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Noureddine El Faouzi. Noureddine, vous êtes directeur adjoint du laboratoire Composants et Systèmes, COSIS, et directeur du LICIT, laboratoire Ingénierie, Circulation, Transport, à l'université Gustave Eiffel. Vous faisiez partie de l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, aménagements et réseaux, qui a fusionné avec cette nouvelle université créée en janvier 2020. Olivier Malaval, directeur régional, Eiffage Énergie Système, région Centre-Est, basé à Lyon. Bonjour à vous. Alors, messieurs, revenons sur notre sujet. Pourquoi ce titre, un petit peu provocateur, le casse-tête des mobilités urbaines? Alors, tout d'abord, un casse-tête parce que les mobilités en ville absorbent un budget considérable, tant en investissement que du point de vue de l'exploitation. On le verra dans le courant de cette émission. Rappelons que depuis la loi MAPTAM de 2014, les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains dans notre pays sont les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes de transport et puis la métropole de Lyon. Un casse-tête également parce que malgré tous ces investissements en ligne de tramway, en bus à haut niveau de service en site propre ou encore en flotte de véhicules électriques en location, eh bien, on peut dire que la mobilité apaisée et fluide en ville, la satisfaction des usagers ou encore la réduction de la pollution atmosphérique ne sont pas forcément au rendez-vous et ne font pas reculer l'usage du véhicule individuel. Alors, première partie, mobilité urbaine aujourd'hui, quel constat ? Des villes et des hommes, le débat, première partie. Alors, avant d'entrer dans le sujet avec des témoignages et puis des propositions de solutions, je voudrais quand même vous donner quelques éléments qu'on a pu trouver auprès des urbanistes, auprès des spécialistes du sujet, avec 3 constats majeurs d'ordre sociologique, politique et environnemental. Alors, premier constat sociologique, la mobilité s'est imposée depuis la fin du XXe siècle et en particulier depuis ce début du XXIe comme un indispensable acteur d'intégration et d'épanouissement, moyen d'intégration et d'épanouissement économique et social de tout un chacun. J'ai tendance à dire que la mobilité serait vue comme une condition sine qua non du développement des territoires, engendrant d'ailleurs des critiques sur d'éventuelles inégalités entre territoires, et puis d'accès individuel à l'emploi, l'éducation, la culture, au loisir. Alors, Monsieur El Faouzi, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut dire, comme j'ai pu le lire ici ou là, que la mobilité aujourd'hui peut être assimilée à un droit quasi démocratique ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle de mobilité, on fait toujours référence par rapport à un droit, voire synonyme de liberté. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu les postes de dépenses des ménages, le budget mobilité représente pratiquement le 3e poste après on va dire l'alimentation et puis le logement. Donc, de ce fait, c'est quelque chose de relativement important qui s'est un peu démocratisé au cours du temps. Donc, quand on pense qu'effectivement l'accès, par exemple, au véhicule ou à l'achat du véhicule, l'acquisition d'un nouveau véhicule, donc c'est quelque chose qui finalement s'est démocratisé avec le temps. Lorsqu'on regarde, par exemple, le temps de travail nécessaire pour acquérir la voiture a beaucoup baissé sur une période pratiquement d'une trentaine d'années. Par ailleurs, en parlant de démocratisation, ce qui est important aussi, c'est que la tendance à démocratiser finalement l'accès à la vitesse. Oui, effectivement. Donc, si vous regardez effectivement la voiture, c'est un vecteur qui permet ça. Il y a le TGV, il y a l'avion, etc. Donc tout ça, les prix ont relativement baissé. Donc finalement, on a un rapport par rapport à l'espace du fait justement de cet accès à une vitesse beaucoup plus améliorée par rapport à la situation d'avant, qui fait qu'effectivement, la mobilité s'est imposée comme étant un vecteur qui véhicule la liberté d'aller d'un point à un autre et qui s'est accompagné aussi de pas mal d'autres problèmes. On aura l'occasion un petit peu d'en débattre juste après. Avec l'apparition de phénomènes comme les travailleurs nomades, par exemple, avec un nomadisme professionnel subi ou choisi, oui, mais qui
finalement à reformater les distances en France. On a tous en mémoire cette carte de la géographie française totalement travaillée en fonction des distances et qui n'a plus rien à voir avec la carte géographique qu'on connaît. Absolument. Et un élément que je voulais quand même rajouter, c'est quand on regarde, alors les économistes ont regardé un petit peu ce type d'études, le budget temps consacré à la mobilité est resté pratiquement constant. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des gains en termes de vitesse, ça s'accompagne par justement un allongement des distances. Donc, ce qui fait que le budget est relativement le même. Merci Noureddine. Alors, deuxième constat, nous sommes désormais entrés dans l'ère de l'hypermobilité, qui s'exprime surtout dans l'explosion de la demande de mobilité interurbaine, on vient d'en parler, mais la mobilité urbaine n'y échappe pas. Pour de nombreuses raisons, et je m'arrêterai plus particulièrement sur une raison liée à une mutation sociologique profonde que nous vivons depuis plusieurs décennies, c'est heureux, nous vivons dans une société que le professeur Jean Viard a baptisée la société 4 générations. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 4 générations peuvent cohabiter avec des besoins nécessairement très, très divers en termes d'offres de services, de logements et bien sûr de mobilité en termes de confort, d'accessibilité, d'horaire. Les nouveaux usages liés à la révolution numérique renforcent encore l'intégration des réflexes de mobilité dans le quotidien de tous, actifs ou non, et donc la mobilité fait partie intégrante des citadins. Je pense qu'on en est tous d'accord. Troisième constat, et je voudrais vous entendre là-dessus, l'enjeu environnemental, lui aussi marqueur du XXIe siècle, ainsi que le tout nouvel enjeu sanitaire à l'aune de la pandémie actuelle, qui rebattent les cartes de la mobilité urbaine en termes d'offres, mais également en termes d'externalités négatives. Pardon pour ce jargon. L'externalité négative, c'est ce que les économistes appellent les coûts cachés, qui sont finalement payés par la collectivité, qui ne sont pas payés par votre ticket individuel ou par le coût tarifaire que vous allez devoir payer pour avoir accès à la mobilité. Alors, Noureddine Olivier, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair dans ces externalités négatives ? Je crois que la première, c'est la consommation de foncier urbain. Qui veut en parler ? Un petit chiffre peut-être pour cadrer le débat, 30 000 hectares par an à peu près, consommés en France, pris sur la nature et les terres agricoles et l'artificialisation des sols qui augmente presque 4 fois plus vite que la population. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça, Olivier ? Pour le coup, non, on ne pourra pas continuer comme ça. Il va falloir vraiment changer la politique en matière d'urbanisation. Et sur un autre sujet agricole, par exemple, maintenir une agriculture en proximité sur une zone périurbaine, c'est important. Et le foncier devient de plus en plus cher pour le coup. D'où les mesures du gouvernement sur le zéro artificialisation nette. Nous aurons une émission d'ici la fin de l'année consacrée au sujet du zéro artificialisation nette. Autre sujet, les nuisances sonores. Noureddine, peut-être 9 millions de Français seraient exposés à des nuisances sonores critiques pour leur santé, selon un rapport de l'ADEME et du Conseil national du bruit, avec des troubles du sommeil, des désordres cardiovasculaires, voire des perturbations endocriniennes pour les cas les plus graves. Effectivement, quand on regarde un petit peu sur des centres urbains relativement denses, donc on a à la fois les problèmes de nuisances sonores, des problèmes aussi de qualité de l'air, qui sont quand même sur la plupart des grandes agglomérations, on a des dépassements de pics assez régulièrement, donc qui posent quand même beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à votre question de tout à l'heure sur le foncier, ça fait aussi écho justement à l'acceptabilité ou non par les riverains. Parce Exactement. que du coup, effectivement, tout le monde veut utiliser les autoroutes, mais surtout à l'extérieur et surtout très loin des lieux d'habitation. C'est ce qu'on appelle not in my backyard. Oui, mais c'est pas chez moi. ça. Mais c'est vraiment des gros problèmes. Alors, il y a un élément qui est quand même, je dirais, rentre un petit peu maintenant dans la pratique de tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une évaluation, par exemple, d'un projet, on inclut toujours l'impact ou l'évaluation environnementale, aussi bien en termes de nuisances sonores, en termes de pollution, etc. Alors, c'est quelque chose de relativement nouveau depuis quelque temps. Merci Noureddine de parler de la pollution, parce que pollution atmosphérique, émissions de gaz à effet de serre, en France, les émissions de gaz à effet de serre des transports sont essentiellement dues au déplacement des personnes en voiture particulière. 53% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, ce sont les voitures particulières. Ça, pour le coup, au mois de juillet dernier, est sortie une étude publiée par l'ATEC ITS, sous l'égide du ministère de la Transition écologique et solidaire. Sur la feuille de route, comment décarboner les mobilités, dont le rapporteur est Jean Coldefy, souligne particulièrement cet aspect de la voiture particulière, qui est le premier consommateur, le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et
avec un élément intéressant, c'est les 2/3 de ces émissions de gaz à effet de serre sont dans le transport local. Local, ça veut dire inférieur à 80 km. Donc c'est le transport du quotidien inférieur à 80 km, essentiellement en zone rurale ou pour rejoindre les zones d'emploi en périurbain qui consomment du gaz à effet de serre, majoritairement. Qui émettent. Qui émettent du gaz à effet de serre, pardon. Et donc c'est bien sur ces sujets-là où il va falloir aussi progresser pour atteindre d'ici 9 ans notre objectif de réduire de 40% nos émissions. Alors, un chiffre un peu effrayant, messieurs, la pollution occasionnerait la mort prématurée de près de 50 000 personnes par an. Pardon pour le parallèle, nous sommes en deuil de près de 30 000 Français avec la pandémie au jour d'aujourd'hui. Espérons que ça ne croisse pas davantage. Mais là, on parle de 50 000 morts prématurées par an dues à la pollution atmosphérique. Et finalement, on n'arrive pas à réduire cette problématique qui devient sanitaire. Alors, une réaction peut-être, Noureddine. Je sais que vous avez participé à un symposium important à Bordeaux il y a quelque temps sur ces sujets. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau européen et puis au niveau international, il y avait énormément de projets qui permettent justement de promouvoir à la fois des pratiques, mais aussi des technologies qui permettent d'avoir un impact positif finalement sur la qualité de l'air et donc sur le climat de façon générale. Et c'est dans cette perspective-là où il y avait, sous l'égide de la Commission européenne, donc une espèce un peu de projet qui a permis de faire un comparatif des pratiques dans 3 régions du monde, au Japon, aux États-Unis et en Europe, sur finalement l'apport de ce qu'on appelle les ITS, c'est-à-dire toutes les technologies de transport intelligent sur la réduction finalement du CO2. Et donc c'est à ce titre-là, on avait organisé à Bordeaux l'année dernière la première conférence internationale sur l'apport, et je dirais l'apport, mais aussi les cas d'usage qui ont vraiment montré des résultats probants sur l'utilisation de ces technologies dans les grandes villes. Donc c'est un mouvement qui est lancé depuis pas mal de temps, avec vraiment, je dirais, une perspective qui permet cette fois-ci de l'inscrire en opérationnel, parce qu'on a beaucoup parlé finalement de les technologies vont réduire de temps, etc., mais ça reste relativement limité à des cas d'études relativement simples. Là, l'idée étant vraiment d'avoir une espèce un peu de comparatif ou des benchmarks internationaux. Très bien. Alors, merci messieurs pour ces premières interventions. Alors finalement, j'en conclus que la voiture, eh bien, c'est un dictateur décrié, coûteux, mais qui est en pleine forme. Il se porte très bien. On a aussi quelques chiffres qui le montrent. 75% des actifs français utilisent une voiture individuelle. C'est près de 90% pour les ruraux et périurbains et près de 70% pour les urbains. Et surtout, eh bien, le parc de voitures particulières a accru de près de 2 millions de véhicules entre 2008 et 2018, dont 60% sont des voitures qui roulent au diesel. Alors, face à cela, certains avancent des solutions liées au covoiturage, mais force est de constater finalement que l'utilisation collective de la voiture individuelle par le covoiturage est quand même limitée à l'interurbain. J'ai trouvé des chiffres publiés par Blablacar qui nous disent qu'en France, le covoiturage longue distance atteint un record d'usage en dépassant 135 000 passagers par jour, mais qu'il peine à séduire pour les courtes distances. Or, c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, les trajets urbains. Selon Île-de-France Mobilité, qui subventionne de nombreuses applications de covoiturage courte distance, on ne recenserait dans la région capitale, qui reste le principal marché français, que près de 25 000 covoitureurs réguliers. Alors certes, on a eu un pic avec la grève des transports en fin d'année dernière, début d'année, avec 75 000 covoitureurs, mais enfin, ça reste quand même peu, 25 000 covoitureurs réguliers. Et puis, c'est peut-être moins compatible, Noureddine, avec la distanciation sociale imposée par la crise sanitaire, j'entends. Oui, effectivement, un peu dans le cadre de la crise sanitaire, la plupart des gens, effectivement, font qu'ils vont utiliser davantage un peu leur propre véhicule quand c'est possible. Et de ce fait, le covoiturage par construction même, c'est le partage d'un véhicule. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens, comme aussi pour les transports en commun, qui appréhendent justement l'utilisation, quand ils ne sont vraiment pas contraints, l'utilisation des transports en commun, du fait justement de cette promiscuité, puis surtout de la crainte justement
d'avoir des conséquences, etc. là-dessus. Tout à fait. Alors, merci. Alors, nous arrivons au terme de notre première partie. Merci pour la transition, Noureddine. Deuxième partie, le collectif. Collectif rime-t-il avec attractif? Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. Alors, quand je parle de collectif, je parle de transport en commun. Alors, rapidement, quelques chiffres. Les collectivités, on l'a vu depuis, encore plus d'ailleurs depuis la loi MAPTAM de 2014, sont fortement investies dans le développement et la gestion des offres de transport public. Métro, RER, tramway, tout cela en 10 ans, entre 2007 et 2017, a augmenté de 24% en France. Cette évolution étant principalement portée par l'essor du réseau de tramway, qui finalement un mode de transport que les Français apprécient pas mal. Alors, à ces investissements nombreux, qui génèrent pas mal d'ailleurs d'endettement de la part des collectivités, s'ajoutent de très fortes dépenses d'exploitation. On a trouvé un chiffre quand même assez incroyable, près de 7,7 milliards d'euros uniquement pour l'exploitation en 2018, et ce n'est que très partiellement couvert par les recettes tarifaires. C'est ce que vous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure, Noureddine. Finalement, quand on prend le métro ou le tramway, on ne paye qu'une toute petite somme qui ne couvrira jamais les dépenses d'exploitation. C'est 38% du ticket de métro ou de tramway en Île-de-France. C'est le record en France, alors que dans les villes de 50 à 100 000 habitants, les collectivités couvrent plus de 43% des dépenses d'exploitation et votre ticket ne coûte que 12% des frais d'exploitation. Alors, l'État semble avoir bien compris le besoin de financement en matière de mobilité, puisque le dernier plan de relance que le gouvernement a annoncé jeudi dernier prévoit 11 milliards d'euros d'aide au financement de l'exploitation sur 100 milliards d'euros du plan de relance, avec le ferroviaire, les transports en commun du quotidien, le vélo ou encore la mobilité fluviale qui seront soutenus et dont nous allons parler. Alors, j'ai envie de vous demander, quand on voit toutes ces dépenses qui sont consenties par le public, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités en matière de transport en commun, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de renforcer l'attractivité de ces transports en commun pour qu'ils séduisent un maximum de particuliers? Olivier. Alors, l'attractivité, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Comment renforcer l'attractivité du transport en commun? Vous le signaliez tout à l'heure sur l'emprise foncière. Il faut savoir que sur le terrain de la métropole de Lyon, actuellement, c'est 110 km de couloirs de bus qui sont dédiés aux bus uniquement pour augmenter la vitesse commerciale des bus. La fluidité. Cette vitesse commerciale, elle est importante en termes d'attractivité, que quand vous mettez moins de temps pour aller d'un point A à un point B, si vous savez que vous mettrez moins de temps en bus, il y a forcément un report modal sur le bus, pour le coup, qui est intéressant à aller chercher, mais pas que. La vitesse commerciale est importante en matière d'euros et en matière d'économie. Économiser, progresser d'1 km/h en vitesse commerciale à l'échelle d'une métropole, c'est économiser plusieurs millions, voire dizaines de millions d'exploitations, étant donné la masse salariale des coûts qui sont portés par les autorités organisatrices de transport. Donc cette vitesse commerciale, elle est importante à aller chercher. Mais pour le coup, cependant, aujourd'hui, on le voit bien avec le couloir de bus classique, on atteint une asymptote. On ne progresse plus en augmentation de vitesse commerciale. Voire même, on stagne, on pourrait même régresser, puisqu'on a deux effets induits, qui sont, on le voit bien au niveau des voitures, qui peuvent être une congestion au moins aux heures de pointe. Et cette congestion-là, en amont des couloirs de bus, ralentit pour le coup, freine le bus... freine et perd plus de temps pour accéder au couloir de bus. Donc le problème, c'est le partage de la voirie. C'est le partage de la voirie. C'est pour ça que, pour le coup, avec la métropole de Lyon et le Citral, on a imaginé de faire un partage de la voirie, un couloir de bus dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couloir de bus dynamique? Pour le coup, on a expérimenté et équipé un tronçon de 300 mètres rue La Cassagne, dans le quartier de La Pardieu pour les Lyonnais. Alors, ça consiste en quoi? Quand il n'y a pas de bus, le couloir, il est libre à la circulation. Ah, le bonheur. C'est-à-dire qu'on a le droit voilà. de prendre le couloir de bus quand on est en voiture. Alors ça, c'est assez exceptionnel. C'est exactement ça. Par contre, quand le bus approche, il y a une détection, l'infrastructure détecte qu'un bus est en approche, il y a une signalisation lumineuse qui s'illumine dans la chaussée, des panneaux verticaux qui indiquent aux automobilistes de libérer la voirie pour laisser passage au bus. Et bien sûr, quand le bus arrive, notamment à un passage de carrefour, les feux sont ouverts pour une priorité bus. Donc ça, c'est intéressant en matière de vitesse commerciale. Donc là, vous avez finalement allié la problématique de la signalétique au sol avec une détection par le numérique.
C'est ça. Donc on a un partage dynamique de la voirie en fonction des usages, en fonction de la présence ou non du bus. Et donc finalement on a c'est une expérimentation qui était sous maîtrise d'ouvrage de la métropole de Lyon et du Citral. Et finalement c'est 3 dispositifs qu'on a dû combiner, qu'on a conçu et réalisé. Un premier dispositif qui est de la détection du bus avec du matériel embarqué dans le bus et du matériel débarqué au sol pour permettre la liaison radio entre le bus et l'infrastructure. Premier système. Un deuxième système qui est la signalisation dans la chaussée avec des plots lumineux à LED incorporés dans la chaussée et, on l'a dit tout à l'heure, une signalisation verticale pour indiquer aux automobilistes de se rabattre. Et le troisième dispositif, ce qui est un système de dispositif de priorité feu. Quand le bus arrive au carrefour, il faut à tout prix qu'il passe en toute fluidité. Alors, ça paraît assez formidable. Alors j'ai tout de suite 2 questions. Est-ce que le nouveau système était suffisamment intuitif et compréhensible par les automobilistes et est-ce qu'ils se sont pliés spontanément à cette nouvelle discipline ? Noureddine. Oui, alors, avant de répondre à votre question, j'ai quand même quelques éléments. Effectivement, l'originalité, c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a un couloir de bus statique, donc effectivement, il est utilisé par un bus et uniquement par le bus. Donc ça veut dire que si le bus circule, donc il n'y a pas de problème, mais s'il ne circule pas, donc en fait, c'est une capacité de la route qu'on a finalement un petit peu neutralisée pour pas grand-chose. Donc l'idée de faire ça, et d'ailleurs, c'est juste pour faire un parallèle, par exemple, par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, par exemple en Autriche et ailleurs, où finalement les voies de tram sont empruntées par les véhicules. Donc c'est une autre façon de partager. Alors pour répondre à votre question, effectivement, il y a quand même une forte adhésion à ce dispositif pour plusieurs raisons. D'abord, une raison relativement pratique qui est la régularité des lignes de bus. Alors quand on sait, effectivement, on parlait tout à l'heure d'attractivité, ce qu'il faut bien comprendre, que l'attractivité, c'est pas uniquement pour le bus lui-même. Généralement, on ne fait pas uniquement un point à un autre. On a un bus, il n'y a pas de bus qui vient vous chercher devant chez vous et vous déposer, par exemple, devant votre travail. Donc, on fait 2 ou 3 déplacements chaînés. Et donc, les temps de correspondance, etc., c'est très important. Donc, on fait un déplacement qui est chaîné. Si on gagne en régularité, donc forcément, on réduit, on réduit la certitude qu'on a sur les correspondances. Donc, un gain sur la régularité, un gain, bien évidemment, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la vitesse commerciale et donc sur le temps de parcours. Et de ce fait, effectivement, comme il y a aussi un partage intelligent de la voirie, effectivement, aussi bien les usagers et puis finalement les conducteurs, ils sont ravis finalement de gagner de la capacité et puis aussi de permettre justement une cohabitation intelligente. Alors j'ai lu, Noureddine, que cette signalisation expérimentale, enfin cette voie de bus dynamique expérimentale avait été respectée la première semaine à hauteur de 60% par les usagers. C'est plutôt pas mal quand même. Oui, c'est vraiment très bien, d'autant plus qu'un système comme ça, on n'attend pas forcément à ce qu'il soit, compris immédiatement. Compris immédiatement et surtout respecté à 100%. C'est-à-dire que les gains peuvent déjà être relativement importants lorsqu'on a 40 à 60% déjà. Oui. Voilà, donc on peut déjà avoir des gains. Là aussi, c'est comme dans tout, hein, quand vous recevez une information, les gens ils vont pas suivre finalement le guidage. Mais il suffit d'une petite proportion qui fait qu'on va avoir des gains relativement importants pour la collectivité. Très bien. Merci Noureddine. Alors, on le voit à la métropole de Lyon particulièrement active sur tous ces sujets avec des nombreuses expérimentations. Alors, il y en a une autre qui nous a beaucoup intéressés, c'est d'augmenter l'attractivité des transports en commun en résolvant un problème qui est la logistique du dernier kilomètre. Ce qui est un petit peu d'ailleurs proche de ce que vous disiez, c'est-à-dire que votre bus, il ne va pas vous déposer forcément devant votre domicile ou votre lieu de travail. Et puis, si vous avez encore 500, 800 mètres à pied à faire, eh bien, quand il fait froid ou quand il pleut, vous pouvez avoir la faiblesse de prendre votre véhicule. Alors Olivier, vous pourriez nous parler de ce sujet, de la résolution de la logistique du dernier kilomètre? Bien sûr, parce que pour le coup, on y a été confronté sur notre lieu de travail où on a regroupé, on est dans une zone d'activité à Lyon, en bout du terrain métropolitain, sur la commune de Mézieux et de Jonage, sur une zone d'activité, et on est à 1,2 km de l'arrêt du tram.
en bout d'arrêt d'ailleurs. Et il faut savoir que sur la zone d'activité, je pense que le chiffre est vraisemblablement partagé sur toutes les zones d'activité, en tout cas sur la métropole de Lyon. 14% seulement des salariés utilisent le transport en commun pour venir. 14%. Ça veut dire que 96% utilisent le véhicule, un véhicule professionnel ou personnel. Donc réduire ce temps de parcours en offrant une solution, et là pour le coup la solution ça a été de mettre en place un service de fonctionnement de navette, alors électrique, autonome, ça veut dire sans chauffeur, et en pleine circulation. Donc, qui relie le tramway aux entreprises de la ZAC. Alors, alors je suis vraiment impressionnée par ce chiffre. Seulement 14% qui viennent au travail en transport en commun sur la métropole lyonnaise. J'imagine en plus que si votre zone d'activité est amenée à croître, ça peut poser problème de saturation à un moment donné. Si tout le monde vient en véhicule, C'est exactement ça. Pour le coup, aujourd'hui, vous ne croyez pas si bien dire, on est sur l'aménageur, c'est la SERL, la Société d'équipement de Rhône et du Lyon, pour le coup, à commercialiser l'ensemble on a été victime de notre succès, l'ensemble des parcelles sont aujourd'hui viabilisées et commercialisées. Donc on commence à avoir des problèmes de saturation du stationnement sur l'espace public et des problèmes de saturation du trafic aux heures de pointe. Mais pour le coup, on est aussi face à une deuxième problématique en tant qu'employeur de la zone d'activité, qui est de l'attractivité de nos entreprises pour recruter et offrir une solution de transport à des salariés qui sont en centre-ville ou à l'extérieur, et leur permettre de gagner 20 minutes sur un temps de trajet domicile-travail, c'est important. Bien sûr. Et ça, c'est un fort enjeu. C'est pour ça donc on a imaginé, je dirais, dans le cadre d'un consortium public-privé, la navette qu'on appelle MIA, elle s'appelle MIA, consortium public-privé parce qu'elle associe la métropole de Lyon, le Citral et l'aménageur, la SERL, parce que pour le coup, pour faire rouler une navette autonome en toute sécurité et en toute fluidité sur un espace public, il faut une infrastructure intelligente. La navette traverse 2 carrefours à feu. Donc cet espace public et cette infrastructure a été financée par le public, et un consortium privé où avec l'aide avec la participation financière de l'exploitant qui est Berthollet, le constructeur Navia et les entreprises RTE et Veolia qui sont aux côtés de nous sur la ZAC, on finance 100% de l'exploitation de la navette. La navette parcourt combien en route ouverte à peu près Alors au jour d'aujourd'hui, c'est pas au jour d'aujourd'hui, hier et demain, elle continuera à parcourir 1,2 km. MIA roule depuis maintenant 18 mois à une vitesse commerciale de 18 km/h. Elle peut embarquer 15 personnes à bord. Et à date, on a transporté plus de 5000 passagers. Sans problème. Sans problème majeur. Voilà. Très bien. Alors, je vous pose cette question parce que, vous le savez, la question des véhicules autonomes ne fait pas consensus. Noureddine, une petite réaction sur la navette autonome ? Oui, ce que je voulais dire, c'est typiquement ce qui vient d'être dit, c'est typiquement le cas d'usage pertinent pour le véhicule autonome. C'est-à-dire, c'est principalement sur des endroits où finalement, d'un point de vue purement économique, c'est pas viable d'aller mettre un bus parce que, il va être sous-utilisé. Il va être utilisé à des moments et puis finalement, avec tout ce que vous avez dit par rapport au coût finalement d'exploitation qui est relativement important, donc la navette autonome répond à ces besoins. Par contre, simplement pour réagir un peu au véhicule autonome de façon générale par rapport à des problématiques de mobilité, un véhicule autonome, ça reste toujours un véhicule, donc effectivement qui va utiliser la voirie. Alors, certes, c'est un véhicule la plupart du temps qui est électrique, donc il n'émet pas, etc. Mais malgré tout, ça ne résout pas les problèmes de congestion, etc. D'autant plus que le véhicule autonome, par construction, il est quand même très conservatif. Ça veut dire qu'il va faire en sorte, justement, de réagir, justement, un peu surréagir de façon à ne pas provoquer des accidents, etc. Donc, on peut montrer avec des modèles de simulation qu'il y a aussi des pertes de capacité. Et surtout en situation relativement congestionnées. Alors, je note quand même, Noureddine, que vous trouvez que là, à Jonnage, on a un cas d'école particulièrement intéressant pour l'application de la navette. Et puis, c'est du multimodal. Aujourd'hui, on voit bien que finalement, il n'y a pas une mobilité, il y a un bouquet de mobilité à proposer aux usagers. Absolument. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a récemment aussi, je crois, ça doit être dans la Drôme, où il y a aussi une navette autonome, mais avec un cas d'usage plutôt utilisation rurale. Là aussi, c'est typiquement un cas d'usage intéressant. C'est de permettre à des gens qui sont complètement
dans des lieux relativement excentrés, de pouvoir éventuellement les acheminer à moindre coût. Alors il y a toujours un coût, mais c'est toujours moins d'organiser éventuellement un transport à la demande, etc., pour les amener sur des hubs de transport en commun, etc. Ça, On est dans le service Exactement. sur mesure, finalement, la Oui. mobilité comme service. En fait, on met le besoin de l'usager finalement en avant, et puis on propose un service de mobilité. Donc c'est plus comme avant, on parlait effectivement d'usager. Là, maintenant, on va dire l'individu devient un client d'un service. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit à plusieurs reprises, la problématique, c'est quand même la consommation de foncier. En ville, le foncier, il n'y en a pas, hein, ce qui est rare et cher, et donc toute prédation de foncier supplémentaire pose un gros problème économique, voire un problème d'acceptabilité. Alors, on a essayé de chercher des solutions de mobilité urbaine qui investissaient une dimension autre que la dimension foncière, et nous avons pensé au câble, le câble urbain ou téléphérique urbain, qui est relativement peu utilisé en France, bien que ce soit finalement totalement autorisé depuis fin 2015. Il y avait une loi qui empêchait le survol des villes et qui a été abrogée, et finalement depuis 2015 c'est possible. Alors il y a quelques projets en France qui sont nés ou qui sont encore dans les cartons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on investit là la dimension aérienne de la ville et on libère une emprise foncière au sol grâce à des pylônes sur mesure, des gares plus compactes et aussi un transport collectif finalement à propulsion 100% électrique, donc sans émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'il y a des très beaux exemples qui fonctionnent dans le monde. On pense souvent à Medellín, qui a d'ailleurs été construit par le français Poma. Il y a Rio de Janeiro, il y a New York, entre Roosevelt Island et Manhattan. Et il y a des exemples en Chine, des exemples en Russie. Pour nous parler de tout cela, nous avons interviewé le président du syndicat mixte des transports en commun de la ville de Grenoble, monsieur Yann Mongaburu. Yann Mongaburu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat mixte des transports en commun de Grenoble. Grenoble, qui on sait est une ville géographiquement exposée aux pics de pollution, c'est une cuvette. C'est une ville très engagée dans les écomobilités, que ce soit les tramways ou les écomobilités individuelles, avec un plan vélo, on le sait, ambitieux depuis déjà plusieurs années. Le public est réceptif. Pourtant, la pollution atmosphérique génère en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à 3 pics par mois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu décourageant ? Non, ce n'est pas décourageant. Notre territoire, il s'est engagé effectivement depuis 2014 avec un objectif qui est d'atteindre les seuils de l'Organisation mondiale de la santé en termes de qualité de l'air. Parce que la qualité de l'air actuelle provoque un décès tous les 3 jours dans notre territoire et que l'exigence de protection sanitaire est portée très collectivement. Ça nécessite d'activer tous les leviers, évidemment ceux sur les mobilités pour engager la sortie du diesel et aller vers les carburants alternatifs, pour aller vers les mobilités les plus actives. Et nous sommes passés de 4% de part modale du vélo à 10% de part modale du vélo en 2017. Nous attendons les chiffres suivants de 2020 de l'INSEE rapidement. Le changement est en cours et chaque année, la qualité de l'air progresse. Alors cette autre question différente, sur le foncier urbain qui, on le sait, est aussi rare que cher. Aujourd'hui, toute mobilité qui consomme du foncier contribue à congestionner la ville. Que pensez-vous des solutions qui investissent la dimension aérienne de la ville de type câble urbain par exemple ? Nous nous en sommes pleinement emparés et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un projet de câble de plaine entre Fontaine et Saint-Martin-de-Vinou, desservant Sassenage et Grenoble. Ce sera le premier câble au monde 100% accessible, avec une fonctionnalité totalement intégrée au réseau de transport public, avec le même exploitant et la même tarification, avec la possibilité pour les personnes en fauteuil roulant, pour les cyclistes, de monter leur véhicule dans les cabines. C'est l'une des solutions qui peut permettre d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Mais sur la question foncière, au-delà de l'aérien, c'est aussi retravailler les espaces publics. C'est aussi nous permettre de mettre en partage les véhicules. Vous savez que les véhicules motorisés sont stationnés 90% du temps et que donc la mise en partage des véhicules permet de gagner du pouvoir d'achat pour chacun, de gagner de l'espace foncier en ville
pour végétaliser, pour recréer des trottoirs qui soient plus généreux, plus confortables pour toutes les personnes, qu'elles aient une mobilité réduite ou non, des axes cyclables, des voies bus. La question foncière en ville, c'est une question qui est déterminante et qui nécessite que nous apprenions à passer de la voiture individuelle à la voiture partagée dans sa possession, c'est l'autopartage, où nous avons doublé le parc en 5 ans. Dans son usage, c'est le covoiturage, où nous lançons dans quelques semaines la première voie dédiée au covoiturage en France, en lien avec un service public du covoiturage qui va payer les automobilistes qui font le choix de partager leur véhicule avec un covoitureur. Eh bien écoutez, Yann Mongaburu, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Radio Imo. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat mixte des transports en commun de Grenoble. Encore merci. Alors Monsieur Mongaburu nous a fait une petite synthèse, puisqu'il a parlé effectivement du câble, il a parlé de la place de la voiture et de toutes les innovations qui sont en train de monter. Noureddine, est-ce qu'il y a d'autres innovations qu'on n'aurait pas citées qui vous viennent à l'esprit sur ces modes de transport en commun hors foncier? Alors, effectivement, il y a pas mal de concepts qui sont plus ou moins expérimentaux, on va dire, expérimentaux. Donc, le premier, c'est effectivement des pods. Alors, c'est des petites voiturettes ou des petites cabines qui circulent sur un espèce de monorail, là aussi avec un minimum d'emprise sur le foncier. Il y a également des choses un petit peu qui sont aussi au niveau expérimental, qui sont tout ce qui est mobilité aérienne en urbain, en particulier. Donc, c'est futuriste. C'est un peu futuriste, sorti directement des bandes dessinées, donc un peu les taxis volants, des choses comme ça, sur des bases on va dire, de petits engins de type drone et autres. Des drones assez puissants pour transporter des gens. Et électriques. Pour aussi des problèmes de nuisance, des problèmes de pollution. En particulier, il y a des grands industriels comme Airbus qui réfléchissent sérieusement à des concepts un peu de ce style-là. Ça veut dire que d'ici quelques années, peut-être un peu le ciel de nos villes va être aussi pas mal congestionné. Des aiguilleurs du ciel urbain. Oui, ça y est. Et puis après, effectivement, il y a pas mal de choses. Alors, bien évidemment, je pense que vous l'avez bien dit, il n'y a aucune solution qui va remplacer les autres. C'est plutôt un peu dans la combinaison, finalement, un peu de l'ensemble des solutions que naîtra forcément un peu une solution plus ou moins optimale. Alors, c'est exact. Et puis, il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure avec le plan de relance du gouvernement. C'est la dimension fluviale. Alors, en préparant l'émission, j'ai cherché quelques chiffres. Et puis, on se rend compte quand même qu'en France, nous sommes le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de fleuves, de rivières et de canaux. Et que finalement, on est assez timide sur l'option fluviale, surtout si on se compare à nos voisins belges, allemands et hollandais. Alors là, exemple de la ville d'Amsterdam avec un projet absolument hallucinant, c'est le projet Rowboat, alors avec un jeu de mots entre robot et rowboat, comme le bateau. C'est un projet de recherche de 5 ans en collaboration avec les États-Unis, en particulier le Massachusetts Institute of Technology, le MIT. C'est un projet qui vise à faire d'Amsterdam la ville avec la première flotte mondiale de navires flottants autonomes pour le fret et le transport de personnes. Alors, justement, j'insiste sur le fait que là, il y a une intensification d'usage, puisqu'on parle de transport de personnes et de transport de fret. Noureddine, l'importance de la logistique, vous l'aviez abordé tout à l'heure. Oui. Oui, alors effectivement, il y a pas mal de choses qui se font un peu dans ce cadre-là. Donc, il y a tout ce qu'on a appelé les bus fluviaux qui permettent justement de transporter les gens. Et la dimension logistique qui commence aussi sérieusement à être considérée un peu dans ce cadre-là, c'est de permettre aussi la distribution finalement de matériaux de construction, de produits alimentaires à l'extérieur de la ville, et puis de la cheminer finalement vers les points de distribution ou de vente par des petits bateaux, des petites barques, et puis ce qu'on appelle aussi la reverse logistique, de récupérer les déchets. Alors ça peut être des déchets des constructions. Oui, pour pas repartir à vide en fait. Oui. Donc effectivement, de réduire finalement l'utilisation de camions et de camionnettes à l'intérieur de la ville. Donc c'est vraiment très complémentaire. Alors, on l'a vu, tous ces efforts en termes de mobilité collective que représentent les transports en commun sont écologiquement très intéressants. Depuis quelque temps arrivent des petits nouveaux qui tendent un peu à opposer le transport collectif au transport individuel. Alors, il y a le vélo, il y a les micromobilités. Troisième partie, vélo et micromobilité en ville, des espèces protégées en voie d'apparition rapide. Des villes et des hommes, le débat, troisième partie.
Alors, moins bruyante, moins polluante, associée à une image de liberté individuelle totale, les micromobilités ne cessent de se développer dans toutes les villes du monde. Question, sont-elles compatibles avec une société urbaine dense encore ultra motorisée? Alors, on va d'abord parler de l'explosion de l'utilisation du vélo. Ça a été rapidement évoqué par M. Montgaburu tout à l'heure. Alors, de prime abord, le vélo ne semblait pas vraiment avoir le vent en poupe en France, puisque les déplacements en vélo ne représentaient avant la pandémie que 3% des déplacements urbains, très loin derrière l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, et loin de la moyenne européenne qui est autour de 9%. Je crois que le cas de Grenoble que citait M. Montgaburu est un petit peu exceptionnel. C'est une ville jeune, une ville étudiante. La moyenne d'âge y est plus faible, enfin plus jeune que la moyenne française, et les plans vélo étaient déjà très très anciens. Mais voilà, 3%, pour autant il serait faux de dire que la France ne défendait pas ce moyen de mobilité douce, puisqu'en 2019, la France a réalisé près de 70% de son schéma national de véloroute, fixé à 2030, ça fait plus de 17 000 km de pistes cyclables dans notre pays, c'est quand même considérable. Et pour le coup, on s'en est tous rendu compte, la crise sanitaire a vu l'utilisation du vélo augmenter, avec des nouvelles pistes construites dans l'urgence, présentées comme temporaires. Et puis finalement, il est question maintenant de les pérenniser, de les sécuriser. Alors pour pérenniser, sécuriser et finalement sécuriser aussi le partage de la voirie, Olivier, est-ce que vous avez des solutions en stock là ? Pour le coup, il en existe une. Elle s'appelle luminochrome. Alors, luminochrome, comme son nom l'indique, c'est une peinture photoluminescente de signalétique au sol qui est visible la nuit ou en conditions météo dégradées. Donc, luminochrome, en fait, elle ne nécessite pas de source d'énergie. Très bien. Pas de frais d'exploitation, c'est de la peinture. Donc, elle n'émet pas de gaz à effet de serre non plus. Et dans sa composition, il n'y a pas de métaux lourds. Luminochrome, en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre une start-up, pour le coup, l'écosystème, il est 100% français, c'est intéressant, on peut le signaler pour le coup. C'est une start-up bordelaise qui s'appelle Holychrome, qui a collaboré avec les services d'ailleurs de l'IFSTAR et avec les équipes d'Eiffage Route. Très bien. Et donc, cette peinture miracle serait utile pour sécuriser les pistes cyclables. Les photos que vous m'avez montrées et qu'on ne peut pas partager avec nos auditeurs, malheureusement et pour cause, on a vraiment l'impression qu'en pleine nuit, on voit comme en plein jour cette signalétique au sol. Finalement, ça peut sécuriser les pistes cyclables, mais spontanément, on peut penser aussi aux zones accidentogènes parce que soumises au brouillard régulièrement, ou bien des sorties de ville sans éclairage urbain. Tout à fait. Elle est particulièrement, je dirais même plus, elle est particulièrement destinée soit aux pistes cyclables, soit à sécuriser les zones dangereuses. Et ce qui est intéressant avec luminochrome, c'est que, notamment pour reprendre l'exemple des pistes cyclables, d'ailleurs ce point-là, il est bien soulevé par la feuille de route de la Tech ITS, décarboner la mobilité. L'appel à étendre les pistes cyclables va se faire plutôt en périphérie urbaine plutôt qu'en cœur de ville. Pour le coup, le rapport est très clair là-dessus. Il attire l'attention sur le fait qu'augmenter les pistes cyclables en cœur de ville, ce serait favoriser du report modal du transport public sur le vélo, donc sans vraiment intérêt sur le plan bilan carbone. Par contre, étendre des pistes cyclables en périurbaine, là où c'est faiblement éclairé, à 10 km d'un terminus de tram ou d'un arrêt de bus, là, par contre, ça a du sens. Et pour le coup, ça a d'autant plus de sens que ça consomme, ça sécurise, ça favorise le report modal et ça ne dégrade pas le bilan énergétique ou carbone de la voirie. Oui, formidable. Donc en fait, une signalétique qui n'a pas besoin de réverbère, pour être très clair avec nos auditeurs. Si on dit qu'il n'y a pas de dépense énergétique, c'est parce qu'on voit en pleine nuit comme en plein jour cette signalétique sans qu'il y ait de réverbère. Et pour le coup, alors ça sort de laboratoire, mais pour le coup, on l'a déjà mis en place sur 3 endroits, à Saclay-Palaiseau, à Châteauroux, et puis la semaine dernière à Pessac en Gironde. Très bien. Noureddine, une réaction ? Oui, simplement pour dire que des dispositifs de ce type-là auront certainement aussi des impacts relativement positifs en termes de sécurité routière, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, donc en situation dégradée, météo dégradée par exemple, mais aussi avoir des utilisations par exemple pour le véhicule autonome qui doit aussi pouvoir en tout temps identifier la voie de circulation sur laquelle il circule.
Donc Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Cette peinture miracle a quand même séduit son public, puisqu'en 2019, le ministère des Transports lui a l'a faite lauréate du concours Innovation Route et Rue. Donc une belle innovation. Et en plus, j'apprécie beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de métaux lourds, puisque je ne voudrais pas que des auditeurs nous écrivent en disant il y a forcément un truc pas net dans cette. Non, non, on a vérifié, c'est très net. Alors, déjà avec le vélo, la question du partage de la voirie se pose dans notre société hyper motorisée. Mais là, on va le voir, ça prend une nouvelle dimension avec les micro-mobilités. Alors, de quoi parle-t-on, Noureddine, quand on évoque le terme de micro-mobilité? Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Oui, alors micro-mobilité, donc on met dedans l'ensemble des moyens de transport finalement pour parcourir le premier ou les derniers kilomètres, en gros. Ça veut dire, ça peut être effectivement une trottinette, ça peut être un gyropode, ça peut être des vélos pliables, etc. Donc on en voit de plus en plus, des gens qui prennent leur vélo, qui rentrent dans le métro et puis après ils utilisent. Donc c'est ça ce qu'on appelle les micro-mobilités. Donc alors l'élément fondamental, c'est qu'on voit effectivement de façon très donc pratiquement toutes les villes, donc l'utilisation des trottinettes. Donc c'est un exemple typique de l'essor de ces micro-mobilités. Alors, la micromobilité a de quoi séduire. Il y a des offres de free floating, donc de flotte en accès libre, disponibles partout dans le monde. J'ai noté que la marque Lime, L-I-M-E, qui est la plus importante dans le domaine des trottinettes en free floating, est présente dans plus de 150 villes dans le monde, sur des multinationales au sens propre du terme, et que les ventes liées à la micromobilité ont explosé. Alors, on n'a pas encore les chiffres 2020, ça serait intéressant de les connaître d'ailleurs avec l'impact de la pandémie, mais entre 2016 et 2017, vous voyez, le CA a augmenté, le chiffre d'affaires en France a augmenté de 56% pour atteindre 210 millions d'euros de dépenses dans ce qu'on appelle les EDP, les engins de déplacement personnel. Alors finalement, moi ce qui me gêne un peu avec ces micromobilités, c'est qu'elles véhiculent, c'est le cas de le dire, une image de liberté totale, mais elles sont par définition, elles viennent se confronter, s'opposer à la coopération collective qu'est le transport en commun. Et finalement, est-ce que ça n'a pas un coût pour la société, ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire les coûts cachés qui sont payés par d'autres que ceux qui empruntent ces micromobilités. Alors, l'économiste Frédéric Héran nous indique qu'il y a plusieurs coûts cachés, donc externalités négatives pour les micromobilités. D'abord, le coût de l'espace public, parce qu'il faut l'aménager, l'organiser, le nettoyer, voire installer des bornes de recharge électrique, ça coûte cher. Et puis, le surveiller aussi. Il y a le coût de l'incivilité, puisque la police est souvent obligée d'intervenir. Il faut aller rechercher, on a tous vu ces trottinettes ou ces vélos électriques abandonnés un peu n'importe où et qu'on doit bien finir par débarrasser de la voirie publique. Peut-être un mot, Noureddine, sur l'accidentologie, parce que la micromobilité, c'est aussi la vulnérabilité. Oui, alors quelqu'un qui se déplace sur par exemple une trottinette, forcément il va conjuguer deux éléments relativement on va dire aggravants, qui est la vitesse plus le fait justement qu'il est vulnérable. Donc il n'est pas protégé. Alors, il y a toujours le casque, etc. Mais avec les engins qui vont vraiment très, très, très vite, donc du coup, on s'aperçoit effectivement dans les statistiques, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quand même une explosion de l'accidentologie liée fractures, traumatismes divers. Et puis surtout, ce n'est pas uniquement on va dire de la bobologie, c'est vraiment des problèmes un peu sérieux, hein. Donc, du coup, c'est quand même important. Finalement, c'est pas vraiment un partage apaisé de la voirie, parce que ces gens-là, ils vont utiliser les pistes cyclables ou bien ils vont utiliser les trottoirs. Alors, est-ce que la liberté inhérente à ce type de mobilité est concevable sans un cadre très discipliné, très régulé? Alors, personnellement, je pense que, comme dans tout, alors effectivement, lorsqu'on raisonne sur la gestion des mobilités à l'échelle d'une agglomération, il va falloir introduire un minimum de régulation. Si on ne fait pas de régulation, c'est ce qui s'est passé par exemple quand Uber est arrivé, c'est ce qui est passé aussi quand les trottinettes sont arrivées. On s'est aperçu effectivement qu'il y a eu une espèce d'anarchie, alors l'utilisation, mais aussi les trottinettes qui jonchaient les trottoirs ou éventuellement où les gens les utilisaient, mais il n'y a pas forcément de réglementation par rapport au partage de voirie. Maintenant, ça change. Et donc, finalement, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces modes-là, il faut les voir un peu dans une
dans une optique un peu de complémentarité et pas de les opposer. Et je pense qu'effectivement, la trottinette est intéressante là aussi comme un moyen de pouvoir compléter un trajet en transport déplacement. en commun. Ouais. Donc, typiquement, quelqu'un effectivement qui utilisait sa voiture, et si on lui propose la possibilité d'utiliser une trottinette jusqu'à une bouche de métro, utiliser le métro et puis après utiliser la trottinette pour arriver à sa destination, ça c'est typiquement une utilisation intelligente. Mais par contre, de vouloir effectivement de remplacer, et puis surtout, je dirais, le problème qui se pose actuellement, c'est que ce soit les vélos ou les trottinettes qui partagent la voirie, et donc avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc c'est la grande difficulté. Alors, pour tenter une synthèse de ce que signifie à la fois l'explosion de l'usage du vélo et l'essor de ces micromobilités, nous avons interviewé Fabien Bagnon. Fabien qui est vice-président en charge de la voirie et des mobilités actives de la métropole du Grand Lyon et qui nourrit de grandes ambitions en matière de mobilité urbaine. Fabien Bagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président en charge de la voirie et des mobilités actives à la métropole du Grand Lyon. Une première question pour vous. La métropole du Grand Lyon cherche à élargir son offre de mobilité et mise désormais sur la pratique du vélo. Pourriez-vous nous exposer votre nouvelle stratégie en la matière ? Oui, alors effectivement, le vélo a un important potentiel de développement. Sur la métropole, c'est déjà un usage en forte augmentation depuis une dizaine d'années. Environ de 12 à 13% par an tous les ans depuis 10 ans. Et puis, suite à la crise du Covid, on est même sur une explosion du trafic vélo de l'ordre de 35% d'une année sur l'autre. Nos ambitions pour ce mandat sont extrêmement ambitieuses. On veut rendre la métropole de Lyon 100% cyclable, donc l'ensemble des voiries soient à terme accessibles à vélo. Voilà. Et puis on veut développer un important réseau de voies sécurisées, continues, confortables. Donc on a appelé, qui est un réseau express vélo qui va venir en fait irriguer l'ensemble du territoire de la métropole, relier le cœur d'agglomération avec la périphérie et inversement, mais également les communes de périphérie entre elles. Voilà. Donc, l'idée c'est vraiment d'avoir une toile d'araignée vélo qui puisse permettre aux habitants de se déplacer partout sur le territoire de la métropole à vélo. Alors on l'aura compris en vous écoutant, les micro-mobilités individuelles explosent actuellement, que ce soit les vélos à assistance électrique, les trottinettes. Comment envisagez-vous à la métropole du Grand Lyon le partage de l'espace public entre les transports collectifs d'un côté puis ces transports individuels ? La loi LOM permettent d'accueillir ces micro-mobilités, ce qui est une bonne chose, puisque ça clarifie en fait la répartition de la voirie entre les différents modes. Donc effectivement, quand on crée des aménagements vélos, cyclables, c'est bien pour accueillir des vélos qui sont sans cesse plus nombreux, mais également les micro-mobilités qui se sont beaucoup développées ces derniers temps, mais qui, à mon sens, ne sont plus en pleine explosion comme l'est actuellement le vélo. Alors quel risque, quel coût associé à ce futur, à ces mois à venir, à cette expansion du vélo ? Alors, pour développer le vélo, les coûts sont relativement modérés. On est sur des infrastructures beaucoup moins importantes que les axes routiers. Et puis, on a également des coûts d'exploitation de maintenance qui sont vraiment réduits puisque les vélos usent beaucoup moins la chaussée que les voitures. Donc, c'est pas une question de coût. Au contraire, en développant la solution vélo sur la métropole de Lyon, on est plutôt dans une logique de réduction globale des coûts de déplacement. Alors on le sait, la pratique du vélo est en pleine expansion, mais existe-t-il aujourd'hui des freins à cette pratique ? Oui, effectivement, hormis la question de la sécurité donc sur la chaussée, le deuxième frein est la question du vol de vélo. Donc on va avoir une action extrêmement vigoureuse sur le développement des stationnements vélos sécurisés qui font cruellement défaut sur le territoire de la métropole. En fait, on veut multiplier par 10 le nombre de places sécurisées pour en avoir 15 000 à la fin du mandat en 2026. Et également, on va renforcer l'offre de stationnement en voirie, donc des arceaux, dont on va multiplier le nombre par 4. Et à la fin du mandat, on aura 120 000 stationnements vélos sur le territoire de la métropole. Eh bien,
Écoutez, Fabien Magnon, merci d'avoir repris le temps de répondre à nos questions sur Radio Imo. Je rappelle que vous êtes le vice-président en charge de la voirie et des mobilités actives à la métropole du Grand Lyon. Merci beaucoup. Alors, 120 000 places de stationnement vélo en 2026. Alors, une petite révolution, mais on en aura bien besoin, notamment si le télétravail se développe, Olivier. Alors, télétravail, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du télétravail, mais je voulais juste attirer l'attention. Enfin, pour le coup, c'est pas moi qui attire l'attention, c'est le rapport ATEC ITS, encore une fois de juillet, qui attire l'attention que, attention au mythe du télétravail dans sa capacité à réduire notre taux d'émission de gaz à effet de serre. Hein, il y a une étude de l'IFSTAR qui a été conduite et qui souligne au contraire même un effet rebond. La personne qui télétravaille a un besoin fort de mobilité, alors une mobilité différente pour le coup, à des jours différents ou à des heures différentes, mais il y a un fort rebond. Besoin de s'aérer en fait. Voilà. Le télétravailleur n'est pas celui qui fait le moins de distance kilométrique. C'est très c'est le premier intéressant. point. Et deuxième point, toujours qui est souligné dans l'enquête, en 2019, c'est le télétravail a concerné 11% des cadres, 1,4% des employés, 0,2% des ouvriers. Oui. Donc attention au mythe du télétravail en matière de gaz à effet de serre. Effectivement, ça conduira à un écrêtage des heures de pointe, mais On n'est pas tous égaux devant le télétravail. ne réduira pas les distances parcourues. Alors, repenser le déplacement et la mobilité dans son quotidien, finalement, vous le dites, en recherchant l'équilibre entre temps personnel, temps familial, temps professionnel. Eh bien, cette recherche d'équilibre et d'apaisement, c'est ce à quoi s'attache le mouvement Citaslow. Donc, c'est un mouvement qui est né en Italie à la fin des années 90, qui est devenu un label international basé sur plus de 60 critères. Ça nous a beaucoup intéressés parce que, finalement, c'est une forme d'éloge de la lenteur en ville qui valorise le bien vivre, la durabilité, le local. Et pour nous parler de ce label, nous avons interviewé Pierre Baudran, président du réseau Citaslow en France et élu local depuis longue date. Pierre Baudran, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Citaslow France. Une première question. Città, ça veut dire ville en italien. Slow, moi je le traduirais par lenteur en anglais. Est-ce que j'ai raison de traduire ça par lenteur ou finalement le réseau Citaslow, c'est prendre le temps de réfléchir, c'est prendre son temps de faire je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça? La traduction littérale, c'est ce que vous avez dit. Città, c'est la ville et slow, c'est la lenteur. Donc, effectivement, mais en fait, en réalité, c'est pas ça. C'est les villes du bien vivre, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire avec les Citaslow, c'est villes du bien vivre. C'est un label qui existe depuis 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans l'an dernier. Et qui a été effectivement initié par les Italiens, notamment. Pour contrer un peu. C'était parti de... Bon, vous connaissez Slow Food, je suppose, dont tout le monde connaît Slow Food. C'était pour aller à l'encontre de la restauration rapide, en fait, voilà, en Italie notamment. Et comment on caractérise finalement le bien vivre dans une ville ? Alors, le bien vivre dans une ville, ça se caractérise sous plusieurs formes. Si vous voulez, pour être labellisé Citaslow, d'abord, ça correspond aux villes de moins de 50 000 habitants. 2 grandes métropoles peuvent y accéder à condition, effectivement, de labelliser des quartiers. Voilà. Donc, donc, si vous voulez, pour rentrer dans ce label Citaslow, il y a 72 critères. Donc, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de l'eau, c'est la qualité, c'est le bien vivre au point de vue nourriture, c'est le tourisme, sont les, comment dirais-je, tout ce qui concerne l'habitat. Enfin, voilà, donc il y a 72 critères qui sont assez difficiles auquel il est difficile d'accéder, mais enfin voilà, donc c'est transversal. Et ce label Citaslow, est-ce que vous pensez qu'il est compatible avec une vie active ? Je pense à tous ces aspects où maintenant, nous qui sommes à Paris, tout va très vite, tout va peut-être trop vite, mais il y a les transports, il y a la vie le soir, il y a la vie culturelle, Est-ce que vous pensez justement que ce label est compatible ? Oui, comme je vous le disais, le problème, c'est qu'effectivement, Paris, c'est une grosse métropole. Donc, nous, effectivement, le label pour le moment, en France, il y a 10 villes qui sont labellisées Citaslow. Ce sont des villes de moins de l'ordre de 4 000 à 10 000 habitants, vous voyez. Donc, effectivement, le problème de ces villes-là n'est pas le même problème que notamment au point de vue de la mobilité qu'à Paris, effectivement, où tout est compliqué, Paris ou une autre métropole. Donc, effectivement, nous ce que l'on veut, c'est en fait, ce n'est pas un éloge de la lenteur, le label Citaslow, c'est en fait une prise de conscience qu'il est temps peut-être de ralentir, un rythme effréné, et d'arrêter ce tourbillon dévastateur.
Donc de revenir peut-être à des valeurs oubliées ou délaissées, mais tout en vivant avec son temps quand même. On ne rejette pas effectivement le temps, les innovations, tout ce qui nous permet d'améliorer la vie quand même. Bien sûr, hein, l'éloge de la lenteur, c'est pas non plus l'éloge de la décroissance. Donc finalement, c'est un label sociétal. On peut le dire. C'est ça. Oui, vous avez raison, oui, de le dire, oui, effectivement, oui. Eh bien, écoutez, Pierre Baudran, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Imo. Alors, on va laisser à Monsieur Baudran, finalement, le mot de la fin. Très intéressante expérimentation avec le label Citaslo. Alors, merci Noureddine El Faouzi et Olivier Malaval. Alors, après vous avoir entendu tous deux sur le bouquet de mobilité carboné, décarboné, qui se partage la ville, la façon aussi de mieux organiser ce partage de la voirie et de réconcilier les différents usages entre eux, je me demande si augmenter encore l'offre de mobilité serait vraiment la seule solution. Est-ce que finalement, on ne devrait pas également envisager de réduire à la source le besoin de trajets courts, dont on a vu qu'ils étaient majoritaires en ville, organiser un partage de l'espace public en fonction des heures et des moments de la journée, ce qu'on appelle une approche chronotopique, pardon pour le jargon, et puis surtout mettre en place des solutions d'urbanisme qui incluent systématiquement des services publics, des services commerçants à la population, à l'instar de ce qu'on avait appelé nous dans notre laboratoire de prospective en ville durable Phosphore, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, on appelait ça les halles universelles, en référence aux traditionnelles halles de village, c'est-à-dire des centralités attractives avec en rez-de-chaussée un marché pour la distribution de produits locaux, des services publics en alternance, et ça c'est important, partage de bureaux pour des services publics différents, mais dont les usagers ont besoin, du coworking, des relais de poste, des dépôts de colis, et finalement ce sujet d'un urbanisme inclusif qui vous permet de laisser la voiture au garage, voire de ne plus avoir de voiture. Alors c'est un autre sujet, cet urbanisme inclusif, qui fera l'objet d'une émission prochaine. Olivier Malaval, merci. Noureddine El Faouzi, merci de vos participation. Merci à vous. À bientôt. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.